Bonjour à tous les internautes qui sont déjà connectés, et puis on va attendre quelques minutes que ceux qui ne sont pas encore connectés arrivent, puisque les circonstances nous conduisent à inaugurer une nouvelle formule pour ce troisième rendez-vous de la saison 2019-2020 des Sentiers philosophiques. C'est un rendez-vous numérique aujourd'hui, alors avec un inconvénient, surtout pour moi, qui est de n'avoir pas le public en face de moi, et donc je suis privé de la convivialité et de la chaleur que vous manifestez en direct d'habitude. Mais aussi, il y a un avantage, surtout pour vous, public. Cet avantage, c'est de pouvoir choisir le moment du rendez-vous, puisque ceux qui ne sont pas connectés, qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui en direct live sur ce Facebook, ou qui n'ont pas de compte Facebook, la vidéo de la conférence sera disponible prochainement. Elle sera mise en ligne sur le site internet et sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque Méjane. Donc l'avantage, c'est que vous pourrez voir en différé pour ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui. Et évidemment, le format des sentiers philosophiques reste le même, c'est-à-dire que pendant une quarantaine de minutes, je vais vous parler du sujet que nous avons à traiter aujourd'hui, et puis ensuite, on pourra avoir un débat, évidemment, qui ne sera pas un débat en direct, mais tout au long de la conférence, pendant que je parle, vous pouvez poser des questions ou intervenir par écrit, évidemment, et ces questions me seront transmises par l'équipe technique qui est là, et on pourra comme ça faire un débat quand même grâce à vos questions. Alors, je vous rappelle quand même le thème des sentiers philosophiques de cette saison 2019-2020. Le thème était, et est toujours d'ailleurs, la philosophie politique. On avait fait l'année dernière, pour ceux qui étaient présents à ces conférences, on avait fait 4 conférences qui avaient trait à la philosophie économique, et cette année, on a embrayé sur un nouveau thème qui est la philosophie politique. Il y a eu une première conférence au mois d'octobre qui nous a permis de définir les différents régimes politiques, de savoir de quoi l'on parlait, toujours d'un point de vue philosophique, évidemment, puisque ce sont des conférences de philosophie. Il n'est pas question ici de prendre des positions politiques ou de défendre un argumentaire quelconque, ce n'est pas l'objet. Donc on s'était posé la question des différents régimes politiques qui ont existé à travers l'histoire et qu'est-ce que philosophiquement impliquaient ces différents régimes politiques, et notamment on s'était posé la question de savoir quel est le meilleur régime politique. Et puis lors de la deuxième conférence qui a eu lieu en janvier, on a débattu de la légitimité du pouvoir et du contractualisme, la théorie du contrat, autour évidemment du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, mais aussi on avait travaillé autour de tous les philosophes du contractualisme du XVIIIe siècle. Je pense à John Locke et Thomas Hobbes notamment, qui avait alimenté notre conférence. Et le thème de la conférence d'aujourd'hui, donc la troisième conférence de ce cycle, c'est une conférence qui normalement aurait dû avoir lieu le 28 mars dernier, mais qui a été annulée, reportée du moins pour les raisons que vous connaissez, et qu'on va débattre aujourd'hui, qui était de traiter le bonheur est-il affaire politique, ou le politique doit-il se préoccuper du bonheur. Alors je ne sais pas si on peut commencer maintenant, si c'est bon, on peut commencer. Alors d'ailleurs, on avait parlé, j'ai dit en janvier, de la légitimité du pouvoir et du contrat social, et je vous avais parlé de John Locke justement et de Thomas Hobbes, Thomas Hobbes avec le Léviathan normalement, et la crise sanitaire qui est survenue juste après nous a permis de faire un peu des travaux pratiques sur cette théorie du contractualisme, en illustrant notamment l'alternative entre John Locke et Thomas Hobbes. John Locke
plus de liberté, Thomas Hobbes, plus de sécurité. Et donc on a eu la mise en pratique effective dès le mois de mars, hein, avec différentes conceptions d'ailleurs, puisque certains pays, comme par exemple les Pays-Bas ou la Suède, hein, pour parler que des pays européens, qui ont opté pour une conception plutôt côté John Locke, c'est-à-dire côté plus de liberté, quand d'autres pays, comme la France par exemple, ont suivi plutôt Thomas Hobbes en privilégiant la sécurité aux dépens de la liberté avec le confinement. Donc, bon, l'histoire nous dira quel était le meilleur choix dans cette alternative, ou elle ne nous le dira pas parce que c'était peut-être des choix équivalents, allez savoir, mais on verra. Donc le thème du rendez-vous aujourd'hui, hein, pour y revenir, c'est « Le bonheur est-il affaire de politique ?» Alors le 18 juillet 2008, le gouvernement du Bhoutan, alors le Bhoutan, c'est un petit royaume bouddhiste qui se situe dans l'est de la chaîne de l'Himalaya, qui est frontalier avec la Suisse, et ce royaume du Bhoutan a inscrit dans sa constitution le BNB, le bonheur national brut. Hein, eux, ils le disent en anglais, c'est le Gross National Happiness. Vous pouvez trouver ça sur Google ou si vous voulez avoir des informations sur cet indice. Alors le BNB, en fait, le bonheur national brut, c'est un indice qui sert à mesurer le bonheur et le bien-être dans la population d'un pays. Et c'est pas du tout farfelu, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisque la très sérieuse OCDE, alors l'OCDE, hein, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Donc c'est un organisme international, et cette très sérieuse OCDE a lancé en 2011 le BIB. Et le BIB, c'est le bonheur intérieur brut. Et alors, ils se sont évidemment inspirés du BNB qui avait été inscrit dans la constitution du Bhoutan en 2008, mais ils se sont inspirés également du prix Nobel d'économie de 1998, je crois, Amartya Sen, le philosophe et économiste Amartya Sen, qui dans un ouvrage qui s'appelle L'idée de justice, traitait déjà de cette possibilité d'avoir un indice qui mesure le bonheur plutôt qu'un indice qui mesure les échanges commerciaux, ce qui est l'objet du PIB, du produit intérieur brut. Hein. Là, il s'agit de mesurer la qualité de vie des pays membres de l'OCDE. Alors cette qualité de vie, il la mesure à travers 11, alors je les ai notés parce que je ne les connais pas par cœur, à travers 11 critères. Alors, comme critères, il y a les revenus, évidemment, le logement, l'emploi et la santé, la sécurité, la vie en communauté, la gouvernance, l'éducation, l'environnement, le sentiment de satisfaction personnelle et l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, la vie de famille. Alors évidemment, l'OCDE mesure tous ces critères et les adjoint, les agrège pour pouvoir déterminer dans quel pays on est le plus heureux. Et ce BIB, justement, il nuance les résultats du PIB, qui sont des résultats froids des statistiques économiques, hein, et qui ne sont que la somme. Le PIB, ça n'est jamais que la somme des valeurs ajoutées produites dans le pays chaque année. Donc c'est un indicateur purement économique qui ne tient pas compte du bonheur ou du ressenti des citoyens. Et en effet, si la plupart des pays et des États mesurent plutôt le PIB, ben, on sait que la richesse économique d'un pays ne garantit pas toujours le bonheur de sa population. Pour une raison très simple, c'est que tout le monde ne profite pas forcément, ni surtout également, de ces richesses. Mais le bonheur, pour autant, peut-il être le but de la politique? Ben, pour répondre à cette question, il semble nécessaire déjà de s'en poser une autre. Qu'est-ce que le bonheur? Alors la définition des dictionnaires, hein, l'ensemble des dictionnaires, le Larousse, le Robert, voyez le dictionnaire qui vous convient le mieux, mais tous les dictionnaires, si vous allez à l'item bonheur, ben, ils nous parlent
d'un état de plénitude, de complétion des désirs, qui est caractérisé par sa durée et sa stabilité. Parce que durée et stabilité distinguent le bonheur du plaisir. Le plaisir, lui, qui est éphémère, c'est le plaisir d'un instant. Et il le distingue également de la joie, qui est plus dynamique que le bonheur. La joie peut être prise au sens de Spinoza. Hein. Quand Spinoza parle de la joie, il parle de la béatitude, d'une forme de béatitude. Et en philosophie, le bonheur, justement, peut se définir comme cette complète satisfaction, une forme de béatitude. Chez les Grecs anciens, c'était l'eudémonia dans la philosophie grecque qui posait comme principe que le bonheur, c'est le but de la vie humaine. Hein. Eu, le préfixe eu, eu, en grec, c'est tout ce qui a rapport au bien. Chaque fois que vous voyez un mot français qui commence par eu, comme euphorie par exemple, ça a rapport au bien. Hein. Euphorie par exemple, c'est eu, le bien, phoros, la lumière, donc c'est une sorte de lumière qui vous envahit, comme ça, de feu intérieur qui vous envahit. Donc cet eudémonisme ne perçoit pas le bonheur comme opposé à la raison. Attention, il en est la finalité naturelle. La lettre de Ménécée d'Épicure, par exemple, nous donne une recette rationnelle du bonheur. Ce lien entre raison et bonheur est particulièrement mis en avant également par le stoïcisme, ce qui le différencie de l'hédonisme. Hein, l'hédonisme, je rappelle qu'en grec, hédoné, c'est le plaisir. Donc l'hédonisme, c'est une doctrine qui fixe le plaisir et non pas le bonheur comme but de la vie. Et c'est en cela qu'il se différencie de l'eudémonisme ou du stoïcisme, hein, qui eux considèrent le bonheur et non pas le plaisir comme but de la vie humaine. Et parmi ces hédonistes, donc ceux qui considèrent que le plaisir est primordial, il y avait, on pourrait dire, des radicaux. Les radicaux, c'est ceux de l'école des Cyrénaïques. Hein, et pour les Cyrénaïques, eux, le bonheur n'est rien d'autre qu'une somme de plaisirs particuliers. Et on ne peut pas mettre un bonheur futur prioritaire sur un plaisir immédiat. Ça, c'est les hédonistes et particulièrement les Cyrénaïques. Mais le bonheur ne se réduit pas au plaisir. Car si le plaisir peut être atteint et satisfait, ben, le bonheur, lui, il se laisse jamais vraiment toucher, jamais vraiment atteindre. Il se projette comme un idéal inaccessible, comme un optimum fantasmé, par exemple, mais qui reste toujours à réaliser. Et c'est ce qu'exprime le philosophe Leibniz dans un ouvrage qui s'appelle « De la monadologie ». Je vais vous citer ce que dit Leibniz à propos du bonheur dans cet ouvrage. Il dit « Notre bonheur ne consistera jamais dans une pleine jouissance où il n'y aurait plus rien à désirer, mais dans un progrès perpétuel à de nouveaux plaisirs et de nouvelles perfections. » Donc Leibniz, là, il place le bonheur comme une dynamique vers un idéal et non pas un plaisir immédiat. Et les philosophes de la modernité, hein, donc c'est à partir des philosophes des Lumières, ces philosophes de la modernité, donc Kant, Schopenhauer, ou plus près de nous, des gens comme Camus ou Sartre, pour n'en citer que quelques-uns, ils sont beaucoup plus pessimistes sur la possibilité du bonheur. Et il faut dire qu'entre l'Antiquité et la modernité, les morales judéo-chrétiennes, j'inclus l'islam dans ces morales judéo-chrétiennes, ces morales sont passées par là et ont tenté de remplacer le bonheur par la vertu comme but de l'existence. Même si Aristote liait déjà bonheur et vertu dans l'éthique à Nicomaque. Dans l'éthique à Nicomaque, Aristote nous dit, je vous le cite, « S'il est vrai que le bonheur est l'activité conforme à la vertu, il est de toute évidence que c'est celle qui est conforme à la vertu la plus parfaite, c'est-à-dire celle de la partie de l'homme la plus haute. C'est l'activité de cette partie de nous-mêmes, activité conforme à sa vertu propre, qui constitue le bonheur parfait. » Donc déjà chez Aristote, il y a cette liaison
entre la vertu et le bonheur. Mais la conception aristotélicienne exclut que le bonheur puisse être considéré comme une récompense de la vertu. Dans les morales judéo-chrétiennes, le bonheur est toujours une sorte de récompense de la vertu. Si tu es sage et que tu te conduis bien suivant la morale, tu auras une récompense. Aristote n'est pas là. Loin d'être une récompense à la vertu, chez Aristote, le bonheur lui est au contraire immanent. Et dans le fond, la principale question que pose le bonheur, c'est celle de la position qu'il occupe au départ ou à l'arrivée de notre interrogation éthique. Le bonheur est-il une fin en soi ou bien est-il le souci permanent de celui qui refuse de se contenter du plaisir passager ou de la simple joie de vivre? Il convient alors de distinguer un bonheur statique, le bonheur comme un état. Par exemple, on peut jouir des honneurs, de la gloire, de la richesse, c'est un état, bonheur comme état. D'un bonheur dynamique, c'est-à-dire le bonheur en acte ou comme un acte, qui se manifeste lorsqu'on agit en accord avec la vertu, et ce bonheur procède directement de soi. Et dans nos sociétés, et à notre époque, la conception du bonheur qui nous est proposée rime souvent avec individualisme et consommation. Parce que dans un déplorable glissement sémantique, la passion pour le bien-être a remplacé la quête du bonheur. Ou plus exactement, elle s'y est substituée, alors qu'elle n'est en fait qu'un avatar au rabais qui limite le bonheur à la satisfaction de besoins matériels. Vous êtes heureux parce que vous venez d'acheter la voiture de vos rêves. Bon, ouais, et alors, combien de temps durera cette lune de miel? Quelques mois après, la voiture fait partie de votre vie et c'est plus le bonheur, ne vous procure plus de bonheur. La postmodernité a dépolitisé, je dirais pour employer un néologisme, elle a émotionnalisé et affadi la notion de bonheur. Et la référence au bonheur, du coup, est coincée entre deux réductions, celle d'un bonheur conçu comme un bien de consommation et celle d'un bonheur qui se résumerait au bien-être individuel. Et le bonheur apparaît alors comme une notion évidemment éminemment subjective, un sentiment intime, personnel, presque incommunicable. Et effectivement, nous n'avons pas les mêmes goûts, les mêmes préférences, ni la même personnalité, si bien que chaque individu ne trouvera pas son bonheur de la même manière que les autres. Paraît alors bien difficile de dire que le bonheur puisse être le but de la politique, puisque la politique désigne toutes les actions et décisions qui concernent la vie de la cité et s'occupe du bien commun ou de l'intérêt général. En économie, un économiste vous dirait que c'est le problème de l'agrégation des préférences. Chacun a des préférences différentes. Comment les agréger pour déterminer une direction commune de ces préférences? Et la politique, qui relève du public, n'a donc ni le pouvoir, ni les moyens de s'occuper de ce bonheur par nature individuelle. Et comme le remarque Kant, déjà il y a 200 ans, dans la métaphysique des mœurs, le bonheur est un concept indéterminé. Il est déjà difficile à chacun de savoir pour lui-même ce qui pourra le rendre heureux, alors comment l'État pourrait le savoir? Et par conséquent, un État qui prétendrait imposer sa conception du bonheur aux individus ferait leur malheur, puisqu'il porterait atteinte à leur liberté. Comme le remarque toujours Kant, ce paternalisme, la prétendue bienveillance d'un État qui s'occuperait de notre bonheur serait une intrusion dans notre vie privée et une entrave à la liberté individuelle. Et on vient un peu de le tester dans les semaines qui viennent de se passer, où on avait l'impression qu'on était entravé dans notre liberté par des décisions gouvernementales qui s'imposaient, sans doute. On n'est pas là pour juger de l'action, mais simplement de notre
ressenti. Parce que même si le bonheur est individuel, cependant, nous vivons en société. Et Kant lui-même précise qu'il est, je cite Kant, permis à chacun de chercher le bonheur dans la voie qui lui semble à lui être la bonne, pourvu qu'il ne nuise pas à la liberté des autres. En bref, je ne suis pas seul au monde et la recherche de mon bonheur ne peut pas être séparée du bien commun que l'État est censé assurer. Et on est là devant un paradoxe philosophique, si on peut dire. On demande aux politiques de faire notre bonheur, ou du moins de nous en donner les moyens, et en même temps, on veut un droit individuel au bonheur. Donc, c'est un paradoxe. D'ailleurs, je viens de parler de droit individuel au bonheur, mais ce n'est pas un mot que j'aime beaucoup, parce que qu'est-ce qu'on doit entendre par droit au bonheur? Alors, je sais qu'il est à la mode, depuis quelques années maintenant, d'utiliser abusivement, en tout cas pour un philosophe, abusivement le terme de droit. Hein, on entend souvent dire « la nature reprend ses droits ». La nature se moque des droits, elle n'a pas de droit, elle est, point final. Et depuis le début de la crise sanitaire, d'ailleurs, les médias nous ont bassinés et nous ont asséné en boucle le droit à la santé. Et fréquemment, on utilise l'expression que je viens d'utiliser, de droit au bonheur. Mais bien sûr, ces expressions sonnent comme des slogans accrocheurs, mais elles sont vides de sens et apportent justement de la confusion dans l'analyse philosophique des questions à traiter. En effet, on ne peut pas prétendre au droit à la santé, parce que la santé dépend de nombre de facteurs sur lesquels la société n'a pas de prise. Et on vient de le voir récemment. Un virus attaque. Voilà. Donc, par contre, ce qu'on peut exiger, évidemment, c'est le droit aux soins. Ce qui n'est pas la même chose que le droit à la santé. Hein, demain, je peux tomber malade et je ne peux pas me plaindre d'être tombé malade, que j'ai attrapé le Covid, un cancer ou un rhume. Par contre, ce que je peux exiger, c'est le droit à la santé, c'est-à-dire parce que ça dépend de nous, ce sont des décisions et des choix collectifs qui vont me permettre d'accéder à ce droit à la santé. Et quant à l'expression droit au bonheur, elle est également assez surprenante. Le bonheur n'est pas un droit parce qu'il ne peut pas être garanti par une quelconque législation. Chacun a le droit, non pas au bonheur, mais à une organisation collective qui ne mette pas d'obstacle à la poursuite du bonheur. Et dès lors, il appartient à l'État, justement, de lutter contre ces obstacles objectifs au bonheur. L'inculture, par exemple, je suis ici dans une bibliothèque, l'inculture qui conduit à l'ignorance de soi, l'instrumentalisation de la personne, l'aliénation aux besoins, etc. Tous ces obstacles au bonheur, l'État doit prendre les mesures pour lutter contre. Et toute la question est alors de savoir, non pas si l'État doit ou non intervenir pour créer les conditions du bonheur, qui serait vu comme un bien commun à chacun et à tous, mais plutôt quelles doivent être les limites de son intervention et par là même les limites entre les sphères privées et la sphère publique. Et il paraît difficile, et même plutôt arbitraire, de distinguer une sphère privée du bonheur et une sphère publique de la politique. Et si Rousseau, par exemple, Jean-Jacques Rousseau, dont on a parlé lors de la conférence de janvier, Rousseau, il refuse de distinguer le bonheur privé du bonheur commun. Hein, je le cite là, il nous dit « N'allez pas vous imaginer que l'État puisse être heureux quand tous ses membres pâtissent ». Il nous dit ça dans le contrat social. Donc le pouvoir politique, s'il ne peut pas garantir le droit au bonheur, il peut en revanche, non seulement il peut, mais il doit en revanche, garantir pour chacun la liberté de rechercher le bonheur sous la forme qui lui convient. Alors, que le bonheur soit subjectif ne signifie pas nécessairement
qu'il soit égoïste. Hein. Et effectivement, est-ce vraiment le bonheur s'il n'est pas partagé? Chaque individu appartient à une famille, à un groupe social, et de manière générale à une société. Mon bonheur est donc lié à celui des autres, et réciproquement. L'intérêt particulier n'est pas sans lien avec l'intérêt général, et mon bonheur, comme mon bien-être d'ailleurs, sont liés au bien commun, et nous en faisons encore une fois l'expérience directe avec cette crise sanitaire. Hein, il s'agit bien de la recherche d'un bonheur ou d'une solution collective. En fait, le bonheur est peut-être le seul but de la politique. L'article 1er de la Constitution française de 1793 déclarait que le but de la société est le bonheur commun, écrit dans la Constitution de 1793. Et c'est une référence qu'on retrouve déjà bien avant 1793 dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, déclaration qui date du 4 juillet 1776. Hein. Alors je l'ai noté pour vous en lire des extraits, parce que je ne connais pas par cœur la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Voilà ce qu'elle nous dit, cette déclaration du 4 juillet 1776. Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur, c'est les États-Unis, de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. C'est écrit dans la Constitution. Et un petit peu plus loin, les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté, ils entendent par sûreté la sécurité, hein, et le bonheur. Vous voyez, déclaration de 1776 d'indépendance des États-Unis, et ça figure d'ailleurs toujours dans la Constitution américaine. Hein. Et puis évidemment, ça figure dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Alors là aussi, j'en ai sorti un extrait. Cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dit « Les représentants du peuple français ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. » On voit que ça ressemble un peu à la déclaration américaine 20 ans auparavant. Hein. Afin que les réclamations des citoyens fondées désormais sur des principes simples et incontestables tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Voilà ce que dit la déclaration de 1789, qui est reprise dans la déclaration de 1793 dont je vous parlais au début. Le peuple français, c'est celle de 93, le peuple français a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle ses droits sacrés et inaliénables afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur. Alors ça, c'est le préambule de la Constitution de 1793, et l'article 1er va encore plus loin, puisque cet article 1er de la Constitution de 1793 dit « Le but de la société est le bonheur commun, et le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles. » Donc vous voyez que toutes ces déclarations mettent le bonheur dans leur préambule ou dans leurs articles. Et l'année d'après, en 1794, Saint-Just a fait un rapport au nom du comité de salut public, et dans ce rapport, il déclare que le parti doit rendre le peuple heureux, hein, le parti de la Révolution doit rendre le peuple heureux, et le bonheur est une idée neuve en Europe, dit Saint-Just dans ce discours de 1794. Voilà. Évidemment, on retrouve cette même notion dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, celle sous laquelle nous vivons aujourd'hui, mais vous allez voir qu'il y a quand même un glissement, puisque dans son article 29,
Cette déclaration universelle de 48 dit « L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible, dans l'exercice de ses droits, etc. » Mais il dit « Afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. » Et vous voyez, on est déjà là dans le glissement sémantique dont je parlais tout à l'heure, qui a remplacé bonheur par bien-être. Ça peut paraître innocent, mais pour un philosophe, les mots ont un poids et une signification. Et bonheur, c'est pas pareil. Et vous voyez que toutes les déclarations précédentes parlaient de bonheur, celle de 48, par ce glissement, parle de bien-être. Mais en tout cas, toutes ces déclarations, et bien d'autres, hein, j'ai pris celle-là parce que je les connais, mais il y a bien d'autres déclarations de constitution dans d'autres pays. Toutes ces déclarations semblent instituer le bonheur comme une norme politique, en tout cas. Norme politique, puisque ce sont des déclarations politiques, là, pour le coup. Hein. Mais l'État, évidemment, ne peut pas tolérer certaines aspirations au bonheur qui engendreraient des pratiques ou reposeraient sur des préceptes contraires au principe de la vie sociale. Hein. Autrement dit, la quête du bonheur doit prendre une forme telle qu'elle n'entre pas en contradiction avec les principes qui règlent la vie commune. Et ces règles, c'est l'État qui en est le garant. Et c'est un aspect important dans la mesure où il indique que le bonheur individuel, s'inscrivant dans un espace social et politique défini, se trouve encadré à l'intérieur de certaines limites qui ne sauraient transgresser, hein, sauf à basculer dans le hors-la-loi, évidemment. En bref, le bonheur est une question sociale qui engage mes relations aux autres et la construction d'un espace politique défini. Non pas que le bonheur soit l'affaire exclusive de la politique, mais le bonheur est quand même une affaire politique. Le bonheur, ou plus exactement la quête du bonheur, ne peut pas être pensé indépendamment de la question des libertés, qui nécessairement l'enracine dans l'ordre politique. En ce sens, non seulement la politique doit assurer un certain nombre de libertés individuelles fondamentales, mais le politique doit aussi s'interroger sur le sens de son action. Et cette action, y compris dans ses modalités les plus humbles ou les plus quotidiennes, n'a de sens et de légitimité qu'à poursuivre le bonheur des hommes, comme le précisent les différentes déclarations dont je viens de vous lire quelques extraits. Parce que si on réduit la politique à une simple gestion des affaires publiques, ce qu'elle doit faire, hein, évidemment, la politique doit gérer les affaires publiques, mais cette gestion des affaires publiques, sa finalité, c'est que ça fonctionne, c'est que la machine sociale continue de tourner. Mais réduire le politique à cela, ça revient à réduire la fin aux moyens. Et c'est confondre même la fin et les moyens. Or, si les individus sentent qu'ils ne peuvent pas être heureux par eux-mêmes et pour eux-mêmes ensemble, ben, ils refuseront la politique et ils n'auront pas tort. À moins de préférer le sacrifice, c'est-à-dire une conception sacrificielle du bonheur, ben, chacun attend de l'État qu'il vise ce bien qui est commun à chacun et à tous, la possibilité d'une vie qui ne se limite pas à la vie biologique. Et là encore, les événements récents, cette crise sanitaire, l'illustre bien. On a bien vu que ce confinement, qui aliénait un peu nos libertés, était fait pour protéger nos vies biologiques. Mais ça ne suffisait pas à notre bonheur. Ce qui nous manquait, c'est la vie sociale. C'est de vous rencontrer, même si aujourd'hui je vous rencontre à travers cet appareil. Mais c'est ça qui fait notre bonheur. C'est pas seulement la vie biologique. La société doit s'organiser pour la plus grande autonomie de chacun dans la construction de son projet de vie en société, ce qui condamne
le soi-disant libéralisme économique, qui est inégalitariste et qui indexe le bonheur sur l'économique et la consommation. C'est un peu, et même beaucoup d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés dites développées. Le politique parle comme un économiste, et l'économiste, par le biais des médias, de la publicité, etc., l'économie nous entretient sans cesse du bonheur et nous fait miroiter ce que doit être notre bonheur. Hein? Je me rappelle, il y a quelque temps, il y avait un publicitaire fameux qui avait dit « Si à 50 ans, tu n'as pas une Rolex, tu as raté ta vie. » Ben, il nous indique « Moi, mon bonheur, je m'en fous d'avoir une Rolex, c'est pas mon bonheur. » Donc là, on nous indique qu'il faut consommer, et qu'il faut consommer comme ça pour être heureux. Donc l'économie qui a fait du bonheur son affaire. Affaire pris dans tous les sens du terme d'ailleurs. De ce fait, si les individus pensent de plus en plus le bonheur en termes économiques, ben, c'est parce qu'ils ne peuvent plus le penser en termes politiques, et encore moins en termes philosophiques. Or, le bonheur, même pour ceux qui le pensent à tort en termes économiques, ben, n'est jamais économique, mais toujours sous une forme philosophique. Car la société n'est pas simplement un cadre à l'intérieur duquel des individus souverains pensent et agissent librement dans le respect du droit, évidemment, grâce auquel la violence, d'ailleurs, est mise hors jeu. La société est aussi un espace symbolique, dans la mesure où elle est l'objet, elle est un objet de représentation, et c'est dans cette même mesure qu'elle est un espace de sens. Il y a donc un imaginaire social, et c'est par cet imaginaire que les individus d'une même société tiennent ensemble, et tiennent à rester ensemble, parce qu'il y a cet imaginaire. La poursuite de cet idéal, d'idéal commun, permet l'expérience de joie individuelle, très intense, qui transforme l'être, même au mépris de la satisfaction de certains besoins, et même dans la privation de certaines satisfactions. On peut citer quelques exemples. J'en ai pris 3. Mère Teresa en Inde, l'abbé Pierre en France, ou Nelson Mandela en Afrique du Sud, et bien d'autres anonymes, qui œuvrent pour le bonheur commun, et en œuvrant pour le bonheur commun, ils y trouvent leur propre bonheur individuel. Autrement dit, l'individu participe d'une société qui est un projet au sens d'une projection, une société qui finalement est une utopie. Et dans cet espace, la question du bonheur occupe une place essentielle. Et le danger n'est pas que la société se définisse comme une utopie ou par une utopie, car toutes les sociétés ont pour visée une utopie. Mais le danger, c'est qu'une société se réclame d'une utopie réalisée. Et dans ce cas-là, c'est plus une utopie, évidemment. Alors, comme Aristote, dans l'éthique à Nicomaque, nous pouvons donc affirmer que l'homme est fondamentalement un être politique. C'est ce que dit Aristote. Être politique, Aristote l'emploie au sens de être communautaire, puisque Aristote emploie le mot koinonia, et koinonia, on peut le traduire par communautaire, puisqu'il vient de koinon, qui veut dire commun. Donc, alors évidemment, il y a eu plusieurs traductions, on dit l'homme est un animal social ou un être politique, etc. Mais le sens profond, en tout cas dans les mots qu'emploie Aristote, pour ceux qui ont fait du grec ancien parmi vous, il dit bien koinonia, koinon, le commun. Mais l'idéal de la communauté, c'est celui d'une... Pour Aristote, chez Aristote, l'idéal de la communauté, c'est celui d'une communauté politique ouverte, la communauté des hommes libres. On a eu l'occasion déjà d'en parler lors de la première conférence sur les différents régimes politiques, notamment à propos de la République de Platon, etc. C'est donc bien que le bonheur que doivent viser toutes les actions et toutes les décisions politiques, car si la politique n'a pas pour but le bonheur des membres de la société, de quoi peut-elle bien s'occuper?
Je vous le demande. Reste à définir quelles sont les conditions de possibilité de cette recherche du bonheur. Quels sont les droits qui relèvent du bien commun et dont l'État doit s'occuper. Alors, non pas en se substituant aux individus pour leur dire ce qu'ils doivent faire, hein, ce serait une dérive totalitaire, ou plus exactement dictatoriale, mais en leur donnant les moyens de rechercher leur propre bonheur. Alors, il est certain que la sécurité, c'est-à-dire la vie, est une condition nécessaire pour être heureux. La vie, avec toutes ses contingences d'ailleurs, ses incertitudes, et parfois même ses drames, qu'ils soient individuels ou collectifs. Pour être heureux, il faut donc dire déjà oui à la vie. Oui, Nietzsche dirait oui à son destin. Alors, destin, pour ceux qui n'ont pas lu Nietzsche, hein, Nietzsche parle de l'amor fati. L'amor fati, c'est le destin, c'est-à-dire tous les événements qui peuvent vous arriver et que, de toute façon, vous devez prendre en compte et accepter pour être heureux en allant au bout de ce destin, au bout de son propre destin. Hein. Rappelez Zarathustra, hein, deviens l'homme que tu es. Je vois qu'il doit y avoir des dames dans l'assistance. Quand Nietzsche dit l'homme que tu es, c'est l'homme au sens générique, hein, évidemment. Donc, la sécurité, c'est-à-dire la vie, c'est le premier point. Et quand on dit dire oui à la vie, hein, et l'amor fati de Nietzsche, hein, il ne s'agit pas d'un oui passif ou résigné, hein, mais c'est au contraire un oui franc et actif. Franc et actif. Et une fois que j'ai dit oui à la vie, bon d'accord, et ensuite? Ben ensuite, il y a la liberté, certainement. Mais en quel sens? Ben, cela passe avant tout par l'éducation. Pas une éducation qui a pour objet de former des consommateurs et des producteurs, hein, des techniciens et des technocrates, mais une éducation qui vise à ouvrir l'esprit à la réflexion. C'est-à-dire éduquer les citoyens, et en particulier les jeunes gens, à la réflexion critique, qui est la condition de l'autonomie de penser et d'agir, en vue de mieux vivre avec les autres, et aussi avec soi-même d'ailleurs. Alors c'est une évidence qui était déjà énoncée il y a plus de 2300 ans par Aristote, qui précisait dans un ouvrage qui s'appelle « Les politiques », il précisait que la vertu de la démocratie dépend aussi de la vertu des citoyens auxquels elle s'adresse, si bien qu'une éducation des citoyens est nécessaire pour s'emparer de la démocratie, se l'approprier et la faire vivre en vue de ce bonheur commun. Rappelons-nous la phrase de Voltaire, « Plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres ». Et sans doute, la philosophie ne sert-elle qu'à cela, s'exercer à la réflexion critique. C'est ce que je vous engage à faire, évidemment. Et cette réflexion critique, cet éclairage des citoyens, permet seul l'implication et l'engagement des citoyens dans la recherche d'un bonheur collectif. C'est le principe même de la démocratie, tel que nous l'avions défini, souvenez-vous, pour ceux qui étaient présents, lors de notre rencontre d'octobre 2019 sur quel est le meilleur régime politique. Car, répétons-le, hein, confier au seul pouvoir de l'État de faire le bonheur des citoyens, c'est lui attribuer le rôle quasi divin de providence, qui est à la fois séducteur et dominateur. C'est donc introduire en démocratie le risque totalitaire d'une soumission liberticide de la vie personnelle à la vie publique et politique. Et comme nous l'avons vu lors de cette première conférence d'octobre dernier, c'est le danger de limiter le concept de démocratie à un bulletin dans une urne et de s'en remettre totalement au pouvoir jusqu'aux prochaines échéances électorales, jusqu'aux prochaines élections. Comme le faisait remarquer Pierre Mendès France, je vais vous citer cette phrase de Pierre Mendès France. Mendès France disait « La démocratie, c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité.
c'est un type de mœurs, de vertu, de symbole, de sens critique, de respect de l'adversaire, c'est un code moral. Voilà ce que disait Mendes. Gouverner la cité est donc une affaire publique et collective. Gouverner la cité, c'est un projet de vie en commun. D'ailleurs, la politique, dans son sens premier, toujours pareil pour ceux qui ont fait du grec ancien dans leurs jeunes années, la politique, dans son sens premier, c'est l'implication de chaque citoyen dans cette recherche du bonheur collectif, hein, dans la cité, la police. Pour Aristote, par exemple, s'il existe toutes sortes de communautés humaines, dont la famille, hein, par exemple, la communauté, pour Aristote, la communauté la plus parfaite, c'est la communauté politique, la police, dont la finalité est d'assurer le bonheur et l'harmonie sous le commandement des lois, évidemment. Aristote fait ainsi de l'éthos communautaire, d'une conception partagée du bien, le seul fondement stable d'une république. Et si le bonheur est la réalisation de soi, c'est bien la cité qui est le lieu du bonheur, puisque c'est à l'intérieur de la cité, de la société, dirions-nous aujourd'hui, que s'opère cette réalisation du soi individuel. Et en effet, il semble aller de soi que les communautés humaines ne reposent pas uniquement sur les liens de la nécessité, de la raison ou de la force. Pour qu'une communauté stable existe, il faut que cette communauté soit un bien pour ceux qui en font partie. Par conséquent, il faut qu'existe entre ses membres une bienveillance et une solidarité. Sinon, il n'y a plus de société. C'est ce qui fait dire à Aristote que le meilleur des régimes est la démocratie, où, dit-il, il y a beaucoup de choses communes. Et évidemment, si on n'a rien en commun, ça va être plus compliqué. Mais s'il y a beaucoup de choses communes, ça peut le faire. Et cette démocratie doit être évidemment, pour Aristote, et puis pour nous aussi d'ailleurs, une démocratie participative, dans laquelle non seulement les citoyens sont égaux, mais ont de plus la possibilité d'être, dit Aristote, tour à tour gouvernants et gouvernés. C'est ce qui fait que la monarchie n'est pas le meilleur système pour Aristote, puisque dans une monarchie, on n'a pas le loisir d'être tour à tour gouvernant et gouverné. Et ce que confirme d'ailleurs dans les années 60 le philosophe Cornelius Castoriadis, qui cite Aristote en disant « Une société démocratique est une société où chaque citoyen est capable d'être dirigé et d'être dirigeant. » Et c'est dans de telles conditions participatives, démocratie participative, que le bonheur est affaire de politique. Et on peut conclure là-dessus et passer au débat. Alors je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires qui ont été faits. Ça va être un petit peu compliqué de débattre, ce n'est pas un débat aussi direct que d'habitude, mais on peut essayer de l'entamer. Julia me fait passer quelques questions. Je ne sais pas si je vais arriver à te lire, Julia. Alors, il faut que je cite la personne. Est-ce qu'il faut que je cite le nom de la personne qui pose la question? Oui, ça dérange personne, là, dans le téléphone? Ça ne vous dérange pas? Pardon? Le prénom. Alors, Christophe nous dit, par exemple, avoir le bonheur d'avoir la santé pour apprécier l'instant présent, un oiseau qui chante, lire un bon livre, faire du sport, seul ou à plusieurs, rire aux éclats, aimer, chanter, danser. Et il rajoute, comment obéir aux normes sociales et accéder au bonheur? Alors, évidemment, les deux questions s'entrecroisent, c'est ce que je disais au début, hein, c'est le paradoxe. Comment allier mes souhaits de bonheur ou mon objectif de bonheur individuel avec le fait que je vis en société et que je suis donc sous une législation, sous des lois. Et ces lois qui, normalement, n'ont qu'un seul objectif. Les lois ne sont pas là, ou ne devraient pas être là en tout cas,
pour mettre des obstacles au bonheur, mais au contraire pour les lever et pour assurer, comme dit Kant, que, ou comme le disent les proverbes populaires aussi, que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est-à-dire que, évidemment, la recherche de mon bonheur ne doit pas, dans une société, être fondée sur le malheur des autres. C'est un bonheur commun qu'on recherche. Et donc mon bonheur ne doit pas aliéner le bonheur des autres. Alors, si vous avez la patience de lire les 2 gros pavés d'Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, où lui, Tocqueville, il est un peu sceptique sur ça, hein, parce qu'il dit que dans une société, il est un peu marxiste avant l'heure, quelque part. Je dis ça alors que c'est pas du tout ça, c'était plutôt un libéral, Tocqueville, mais comment dire, qu'il y a des dominants et des dominés, et que parfois les intérêts des uns et des autres ne sont pas compatibles et même contradictoires. Mais justement, et c'est là où le bonheur est affaire de politique, l'État et la législation est là pour arbitrer, pour juger de où doit s'arrêter ma recherche, ou du moins où doit se contraindre ma recherche à partir du moment où elle pénalise, où elle ferait le malheur des autres. Et Christophe toujours nous dit « Je pense qu'il est possible de s'approprier le bonheur seul ou à plusieurs. La notion de partage et la découverte de l'autre doit permettre à l'homme de s'épanouir culturellement. » Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous, Christophe. C'est un peu ce qu'on a dit là, hein, que on ne peut pas être heureux tout seul dans un coin. Le Robinson Crusoe heureux sur son île déserte, ça n'existe pas. Et la preuve, c'est que même Robinson Crusoe a eu besoin de vendredi. On a toujours besoin d'un miroir pour s'apercevoir qu'on est heureux, ou pour s'apercevoir qu'on est malheureux d'ailleurs. Mais on a besoin de l'autre. Alors il y a quelques temps, et je la ferai peut-être un jour ici, j'ai fait une conférence à l'Université populaire du Pays d'Aix, je crois que c'était au mois de février, juste avant le confinement, justement, basée sur Lévinas et l'altérité et ce concept de fraternité. Hein, donc je ne vais pas refaire la conférence sur le concept de fraternité vu au travers de l'altérité de Lévinas, mais en fait, ça dit ça. Je ne peux pas être heureux tout seul dans mon coin, dans mon île déserte. Et encore une fois, il suffit d'en faire l'expérience, de l'expérimenter, et on a eu l'occasion de l'expérimenter. Je ne sais pas comment vous avez vécu chacun ces mois, ces semaines de confinement, où on était, pour ceux qui n'avaient pas des métiers qui les obligeaient à aller travailler quand même, mais pour la majorité des gens, on était confinés chez soi. Et outre la contrainte matérielle que ça a pu poser pour certains qui avaient des petits appartements, etc., mais même pour quelqu'un comme moi qui avait la chance d'avoir un jardin où je pouvais sortir m'aérer, j'étais tout seul. Alors évidemment, il y a le téléphone, il y a ces moyens modernes de communication, mais vous savez, moi j'ai essayé, enfin je sais pas, vous avez peut-être essayé, mes enfants m'ont appelé pour faire un apéro WhatsApp ou je sais plus quel Zoom. Bon, oui, c'était bien parce que je pouvais voir mes enfants et discuter avec eux, mais c'est quand même pas la convivialité d'un vrai apéro. Comme pour moi, cette conférence n'a pas la convivialité de quand je vous ai en face de moi. Donc oui, Christophe, le bonheur, il s'approprie ou il se construit à plusieurs au sein d'une communauté. Ça peut être une communauté familiale, mais c'est surtout une communauté de société, de vivre ensemble. Et c'est en ce sens que l'État et le politique doit se préoccuper du bonheur. Encore une fois, je l'ai dit dans le propos que je vous ai tenu, si ce n'est pas pour s'occuper du bonheur des gens, des citoyens, à quoi sert la politique? Sinon, on la réduit effectivement, comme je l'ai dit, à une sorte de comptabilité, hein. Mais à ce moment-là, on n'a pas besoin de politique, on a besoin de comptables qui vont nous dire si on est en croissance, pas en croissance, si ça, c'est la gestion des affaires courantes. Mais c'est pas ça le politique. Ça, c'est la politique des technocrates. C'est pas la politique ni des philosophes, ni des vrais politiques. Et j'avais une autre question.
Peut-on associer le pouvoir au bonheur? Et si oui, pourquoi? Peut-on associer le mot richesse à un élargissement de son champ de vision du monde? Alors ça, c'est des questions, enfin surtout la seconde, qui mériterait une conférence à elle toute seule, cette question, parce que tout dépend de ce qu'on entend par le mot richesse. Évidemment, si j'entends une richesse matérielle, hein, c'est ce que j'ai dit, je peux m'acheter, j'ai rêvé d'avoir la dernière voiture, personnellement, par exemple, j'ai déjà la voiture de mes rêves, puisque je roule en 2 chevaux Citroën. Donc c'est la voiture de mes rêves, c'est une décapotable, c'est extraordinaire, ça tombe jamais en panne. Donc, et pourtant, sur le plan de la richesse, c'est pas une automobile qui coûte très cher. Donc vous voyez que tout dépend de qu'est-ce qu'on met derrière le mot richesse. Est-ce qu'on met du matériel, du sonnant et trébuchant, ou est-ce qu'on met ce qui vous rend heureux? Moi j'ai déjà roulé dans d'autres voitures, mais je suis jamais aussi heureux qu'au volant de ma 2 chevaux qui est garé à l'extérieur. Là, d'ailleurs, je ne roule qu'avec ça, parce que je préfère, plutôt que de rouler dans une voiture tip-top moderne, avec le GPS, etc. Et toutes ces... Je fais une digression, là, d'ailleurs, votre question m'y fait penser, tous ces gadgets qu'on met dans les automobiles, on peut se poser la question, à quoi servent-ils? Alors évidemment, par exemple, on a inventé des lève-vitres électriques. Bon, est-ce que le progrès par rapport à la manivelle qui fermait votre vitre en 3 tours, est-ce que c'est un progrès immense? Pas tellement. On a inventé... Alors, il y a un truc que je déteste dans les voitures modernes, c'est le GPS. Le GPS, pour moi, c'est un recul de ma liberté. Parce que ça me prive de l'occasion de m'égarer. J'ai parcouru pas mal la France et le monde, et les plus grands bonheurs qui m'a été donné d'avoir, c'est quand je me suis perdu. Je vais d'un endroit à un autre, on ne sait pas trop la route, on prend un petit chemin de traverse et on découvre une merveilleuse église romane ou un merveilleux petit village avec un super resto. Avec le GPS, vous avez perdu toutes ces occasions de s'égarer. D'ailleurs, il y a un proverbe soufi qui dit ça, ne demande jamais ton chemin à un homme qui sait, tu perdrais l'occasion de t'égarer. Et là, on ne demande même pas à un homme, on demande à une machine qui va me dire il faut que tu passes par là, etc. Non. Bon, j'ai dérivé de votre question, Christophe, et je m'en excuse, mais effectivement, pour moi, la richesse qu'on doit associer au bonheur et à sa vision du monde, c'est là pour le coup individuel, c'est la richesse de ce qui, moi, me paraît important. Quant à savoir si on doit l'associer à la politique, oui, c'est ce que j'ai dit. La politique doit me donner les moyens, le but de la politique, l'objet de la politique, c'est de me donner les moyens de réaliser mon propre bonheur, celui de m'égarer. Et aujourd'hui, je l'ai, puisque je peux rouler dans une voiture sans remonte-vitre électrique et sans GPS. Donc je suis parfaitement heureux parce qu'on me donne les moyens de le faire. Et évidemment, la politique doit donner ces moyens pour autant que je n'empiète pas ou que je ne vais pas créer le malheur d'autrui. Alors après, vous, dans votre question, vous dites, peut-on associer le pouvoir au bonheur? Le pouvoir, c'est quoi? Dans une démocratie, le pouvoir, c'est de décider. Donc c'est celui qui décide. Et dans une démocratie, alors, dans une dictature, c'est facile, mais tout ça, on l'a vu, peut-être n'étiez-vous pas à la première conférence où on a réfléchi sur les différents modèles politiques et leur définition philosophique. Évidemment, dans une monarchie absolue, hein, comme on a connu, ou dans une dictature, le pouvoir est entre les mains d'un seul, ou même dans une oligarchie, le pouvoir est entre les mains d'un petit groupe. Alors là, évidemment, c'est dangereux, et si on ne peut pas associer ce pouvoir-là à la notion de bonheur collectif. Pourquoi? Parce que dans une dictature, par exemple,
on va imposer aux gens une vision du bonheur, celle du dictateur. Or, le bonheur, c'est aussi la liberté. Après, dans une démocratie, c'est différent. Le pouvoir, il est ou il devrait être éphémère. Alors, je sais que la dérive qu'il y a dans la démocratie française, depuis la Ve République d'ailleurs, hein, c'était beaucoup moins le cas sous la Troisième République. Bon, la quatrième, on n'en parle pas, elle a été très courte, mais le pouvoir est concentré dans des mains, parce que on ne va pas faire un cours d'histoire, hein, je ne suis pas historien, et des collègues historiens sont mieux placés que moi pour le faire, mais la Ve République a été faite à un moment de l'histoire et par un homme qui avait besoin, pour pouvoir gouverner et sortir de l'impasse dans laquelle nous étions, hein, je vous rappelle, c'était la guerre d'Algérie, c'était la décolonisation, etc., avait besoin de concentrer le pouvoir. Or, aujourd'hui, le pouvoir est concentré entre les mains d'un homme, un président qui est un peu comme un monarque, surtout depuis que les différentes législations ont modifié les temps électoraux. Par exemple, le fait d'avoir calqué les élections législatives sur les présidentielles avec des mandats équivalents, eh bien, ça fait que quand vous avez élu quelqu'un et sa majorité, ben, il n'y a plus de contre-pouvoir pratiquement. Hein. Il n'y a plus de contre-pouvoir. Puisque, quel que soit ce que dise l'opposition, à partir du moment où un pouvoir a la majorité absolue, il fait ce qu'il veut. Alors ça, c'est déjà une petite dérive de la démocratie. Avant, quand le mandat présidentiel était de 7 ans et le législatif de 5 ans, il y avait la possibilité d'avoir, et on l'a vécu d'ailleurs 2 ou 3 fois, il y avait la possibilité d'avoir des cohabitations, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et d'ailleurs, il y a un dévoiement de la Ve République, parce que dans la constitution de la Ve République, je ne l'ai pas là sous les yeux, hein, mais je vous invite à aller la regarder, il est dit que le président préside et s'occupe de l'exécutif, et c'est le Premier ministre qui gouverne. D'ailleurs, il est le chef du gouvernement. Donc, à la limite, le Premier ministre... Et c'est ce que permettait la cohabitation, puisqu'on a vécu des cohabitations où le président de la République et le Premier ministre étaient de bords différents, et donc le gouvernement mène une politique législative en accord avec le Parlement, quand le président ne s'occupe que de l'exécutif et des missions régaliennes. Hein, ce qu'on appelle les missions régaliennes. Voilà. Donc, pour associer pouvoir et bonheur, ben, il faut... on me fait des signes, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je termine mon propos rapidement. Il faudrait redéfinir si on est dans une démocratie où réellement, comme disait Aristote, comme disait Castoriadis, on peut être tour à tour dirigeant et dirigé. Or, dans notre société, en tout cas en France, c'est pas tout à fait le cas, puisque il y a aussi des népotismes, hein, même à des niveaux municipaux parfois. Oui, c'est parce qu'il y avait une autre question. Vas-y, dis-moi. Alors, il y a Christophe qui rebondissait en disant « Ce sont donc nos propres valeurs qui favorisent notre accès au bonheur, si je comprends bien. » Et Jules qui fait une remarque et une question. Si votre bonheur dépend de votre point de vue personnel, mais qu'on se rend compte de l'avoir atteint qu'à travers l'autre ou les autres, peut-on être heureux à côté d'une personne qui n'a pas le même point de vue que vous? CF, notre société. Oui, alors, la première question, c'était quoi, Julia? C'est Julia qui lit les questions, j'espère que vous les avez entendues, elle est un peu loin du micro. Christophe faisait juste une remarque en disant « Ce sont donc nos propres valeurs qui favorisent notre accès au bonheur, si je comprends bien. » Oui, Christophe, avec un bémol, si je puis dire, ou un complément, c'est que ce sont nos propres valeurs partagées. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un bonheur collectif et que le politique puisse s'en occuper, il faut évidemment qu'on partage des valeurs. Normalement, la devise de la République nous donne déjà les axes de valeurs à partager. La devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, c'est des valeurs qu'on partage, la liberté,
d'égalité. Bon, la fraternité, c'est un petit peu plus compliqué, mais un jour, je vous ferai une conférence dessus. Voilà, donc effectivement, nos propres valeurs nous guident, mais elles nous guident aussi parce qu'elles sont partagées par d'autres. Et la deuxième question... Alors, si votre bonheur dépend de votre point de vue personnel, mais qu'on ne se rend compte de l'avoir atteint qu'à travers l'autre, ou les autres, peut-on être heureux à côté d'une personne qui n'a pas le même point de vue que vous? CF notre société. CF notre société. Alors, qui pose cette question? Jules. Jules. Alors Jules, je vous répondrai que oui, bien évidemment, parce que imaginons une société ou même un groupe. Hein, on est, je sais pas, quand je fais mes conférences habituellement, on est, il y a 80 ou 90 personnes, ou voire 100. Donc, si on pense tous la même chose, ben, il n'y a pas de débat. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de discuter ou de débattre avec quelqu'un qui a les mêmes idées que moi, parce qu'à part prendre l'apéro, on va rapidement terminer le débat. Hein. Je te dis ça, tu me dis la même chose, bon, on est d'accord, quand est-ce qu'on boit l'apéro? Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement de débattre avec des gens qui ne partagent pas les mêmes idées. C'est ça qui est intéressant. À condition, bien sûr, de codifier le débat. Or, par exemple, moi, j'y vais jamais sur les réseaux sociaux, j'y suis allé un petit peu au début de ce confinement, mais j'y ai pu être depuis le mois d'avril, parce que, comment dire, soit on vous propose des amis qui pensent comme vous, donc il n'y a pas de débat, soit le débat tourne rapidement à des positions tranchées et radicales sur lesquelles on ne revient pas. Alors, en philosophie, le débat, c'est justement l'inverse. Un débat philosophique, et on apprenait ça d'ailleurs dans les cours, mais je ne sais pas quel est votre âge, Jules, mais vous n'avez pas connu ça, moi-même je l'ai très peu connu. Dans les lycées de notre enfance, il y avait des cours de rhétorique. C'est-à-dire qu'on vous demandait de défendre une idée ou une position radicalement opposée à la vôtre. C'est-à-dire qu'on me demandait quelle était ma position sur ça. Ma position, c'était blanc. On me disait, bon, alors défends la position noire. Et je pense qu'un débat constructif avec des gens, entre des gens, des personnes qui ne pensent pas la même chose et qui n'ont pas la même opinion, c'est justement la capacité que doit avoir le philosophe, d'ailleurs. La capacité que doit avoir le philosophe, mais que doit avoir tout un chacun, de se mettre à la place. Les Anglais ont une très belle expression, ils disent « to put in your shoes », de se mettre dans ses chaussures, et de se dire « mais si lui ou elle pense ça », si vous commencez à dire « ah, il pense ça, c'est un con », le débat se termine et il n'y a pas de débat. Par contre, si vous dites « mais pourquoi ? Pourquoi il pense ça ? Et qu'est-ce qui, dans son argumentation, est construit, rationnel ?» Et à ce moment-là, je peux le critiquer, voire adhérer. En France, on a l'habitude, enfin moi j'en regarde plus depuis 10 ans peut-être, il y a des débats qui sont organisés à la télé parfois, où on invite deux politiques ou deux personnes de bords complètement opposés, et le grand plaisir du journaliste, c'est de les opposer et qui se fritent évidemment, et d'ailleurs le journaliste les interrompt régulièrement, les gens s'interrompent. Un vrai débat, c'est un débat où on laisse l'autre aller jusqu'au bout de son raisonnement. Et après, je lui réponds, et il me laisse aller au bout de mon raisonnement. Et chacun doit comprendre, ou essayer de comprendre, le raisonnement de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'à la fin du débat, je vais y adhérer. Mais ça veut dire que l'autre m'a fait réfléchir, et soit il m'a apporté des points d'argumentation à ma propre opinion, soit, sur certains points, ben, je vais aller dans son sens. C'est pas manichéen, c'est pas une dichotomie où... alors évidemment, en France, on dit il y a la gauche, il y a la droite. Et évidemment, si un député de gauche dit « Ah ben tiens, ce que propose ce député de droite est pas mal », ben, il va se faire mettre en charpie par ses collègues. Mais c'est idiot. C'est idiot. On peut avoir des opinions politiques et malgré tout, trouver dans l'argumentaire de l'autre quelques points positifs et quelques points qu'on va partager. Et c'est d'ailleurs dans une démocratie ce qui fait société.
Ce qui fait société, c'est que les gens sont censés se focaliser sur les valeurs qu'ils vont partager et les idées qu'ils vont partager, et non pas se friter ou mettre l'accent sur ce qui les divise. Donc, pour répondre à votre question, Jules, je dirais que de mon point de vue, mais ça n'est que mon point de vue, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, de mon point de vue, oui, il est tout à fait possible de vivre avec des amis, avec des relations, même avec un conjoint ou un compagnon ou une compagne, avec lequel je ne partage pas la totalité des points de vue. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet, si vous êtes en couple avec un compagnon ou avec une compagne, c'est ce qui permet d'avoir quelque chose à se dire. Sinon, si on est toujours d'accord, ben oui, on a vite fait le tour de la question. Il n'y a plus d'autres questions? Eh bien, on me dit qu'il n'y a plus de questions et de commentaires, donc je vais vous remercier de m'avoir supporté jusqu'à présent. Je ne sais pas, je suis dans l'incapacité de savoir si vous étiez nombreux, peu nombreux, mais après tout, peu importe. Je rappelle, pour ceux qui sont là, évidemment, ça ne leur sert à rien, mais que vous pouvez revoir cette conférence et ces échanges sur le site de la Bibliothèque Méjeanne. Alors je ne sais pas à partir de quand, mais je pense que dans les quelques jours ou la semaine prochaine, et également sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque Méjeanne. Et moi, je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand, la date initiale de la dernière conférence de ce cycle, la dernière conférence du cycle de philosophie politique qui se termine normalement en juin. Cette dernière conférence, le sujet c'est peut-on dire, alors je le dis de mémoire, peut-on dire d'une guerre qu'elle est juste, ou qu'est-ce qu'une guerre juste? Qu'entend-on par une guerre juste? Alors normalement, c'était prévu le 20 juin. Je ne sais pas encore, parce que j'en ai pas discuté avec la direction de la Méjeanne, si cette date sera confirmée, si ça sera repoussé, si la conférence se fera dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui ou dans une configuration plus élargie avec un public, je n'en sais fichtre rien, mais je vous invite à consulter le site de la Bibliothèque Méjeanne pour savoir quand aura lieu cette conférence et savoir si qu'est-ce qu'une guerre juste. Et à ce propos, je ne veux pas empiéter sur cette conférence, mais moi j'avais été, mais vous pouvez déjà y réfléchir pour si vous souhaitez participer à cette prochaine conférence. Je me souviens qu'au tout début du confinement, il y a eu une intervention du président de la République et le président a parlé d'une guerre. Et ce terme-là m'a surpris et choqué pour le philosophe que je suis, parce que, comme vous savez, les philosophes aiment bien qu'on emploie le mot précis. Je ne vois pas en quoi il s'agit d'une guerre. Une guerre, c'est des belligérants. Et surtout, une guerre dépend de nous. Dépend de nous, et le fait qu'elle s'arrête dépend aussi de nous. Là, c'est un petit peu différent, mais on peut y réfléchir, et on parlera à la prochaine conférence de qu'est-ce qu'une guerre juste. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.